Et si un simple sourire capturé par une photographie pouvait contenir le secret d'un sacrifice oublié depuis plus d'un siècle? En octobre 1911, dans la brume du Limousin, un jeune soldat de 18 ans a posé devant l'objectif quelques heures avant sa mort. Son sourire semblait paisible, presque serein. Mais derrière cette image se cachait une vérité bien plus sombre. Des décennies plus tard, un historien a découvert que le nom inscrit au dos de la photo n'était pas le bon. L'identité du soldat, les circonstances de sa disparition et la raison de ce sourire allaient bouleverser tout ce que l'on croyait savoir. Alors, pourquoi un condamné à mort a-t-il choisi de sourire? Restez avec moi, car je vais vous raconter une histoire dramatique inspirée de faits réels historiques, qui révèlent une leçon de courage et d'humanité intemporelle. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela nous aide énormément à partager ces récits et à montrer que la mémoire et les leçons de vie voyagent partout dans le monde. Il existe une photo qui ne devrait pas exister. Une photo d'un jeune homme qui sourit 3 heures avant de mourir, sachant exactement ce qui l'attend. Cette photo est aujourd'hui exposée au Musée de la Mémoire Silencieuse, à Paris. L'étiquette indique simplement « Sourire avant le silence, 1911 ». Mais si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi ce sourire est le plus courageux et le plus déchirant de toute l'histoire militaire française. 17 octobre 1911. Dans un champ brumeux du Limousin, un jeune soldat de 18 ans s'agenouille près d'un cheval. Il tient sa béret entre ses mains tremblantes et regarde directement l'objectif. Son sourire est authentique, presque serein. Dans 3 heures, il sera mort. Et il le sait. Cette photo a été découverte en 1973 dans un antiquaire de Limoges par Gaston Lebrun qui l'a vendue à un historien militaire. Au dos, une inscription « René Masson, 18 ans ». Mais après des années de recherche dans les archives de l'armée de terre, l'historien a découvert quelque chose de troublant. René Masson était bien un soldat du 23e régiment d'infanterie coloniale. Mais il est mort en 1915, 4 ans après cette photo. L'homme sur l'image n'était pas René Masson. Son vrai nom était Antoine Ravaillac. Fils d'un savetier alcoolique de Tulle, il avait des mains qui tremblaient chaque fois qu'il touchait du métal, séquelles d'un accident dans l'atelier de son père quand il avait 8 ans. Il bégayait terriblement quand il était nerveux. Il ne savait ni lire ni écrire, sauf pour signer son nom. Et dans quelques heures, il allait mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mais pour comprendre comment ce jeune homme de 18 ans s'est retrouvé à sourire face à sa propre mort, nous devons revenir 6 mois en arrière, au printemps 1911, quand les officiers de recrutement sont arrivés à Tulle. Le ministère de la Guerre venait de lancer un projet pilote, recruter des jeunes ruraux pour l'armée d'Afrique. 50 francs pour chaque famille qui offrait un fils. Pour Marguerite Ravaillac, veuve depuis 3 ans, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis la mort de son mari. Antoine avait supplié sa mère. Il avait une peur panique de l'eau depuis qu'il avait failli se noyer dans la Corrèze, à 7 ans. L'idée de traverser la mer vers l'Afrique le terrorisait. Mais Marguerite avait déjà signé les papiers. Le recibo de paiement, conservé aux archives municipales de Tulle, porte la date du 3 avril 1911. 50 francs. Le prix d'une vie. La veille de son départ, Antoine s'était violemment disputé avec son jeune frère Marcel. Les mots qu'ils s'étaient lancés ce soir-là resteraient à jamais leur dernière conversation. Marcel lui avait crié qu'il était un lâche. Antoine avait répondu qu'au moins, lui, il ne verrait pas leur mère mourir de faim. Aucun des deux n'avait dit « je t'aime ». Aucun des deux n'aurait jamais l'occasion de le faire. Le matin du 15 avril 1911, Antoine Ravaillac est devenu René Masson. Le changement de nom était nécessaire, lui avait-on dit, à cause d'un parent éloigné du même nom qui avait été emprisonné pour activisme anti-monarchique. Les registres de la paroisse de Saint-Martin confirment qu'un certain François Ravaillac avait effectivement été arrêté en 1908. Antoine n'avait jamais rencontré cet homme, mais son nom le condamnait déjà.
Au 23e régiment d'infanterie coloniale, stationné près de Limoges, Antoine découvrit l'enfer. La moitié des recrues souffraient de dysenterie. Les officiers traitaient les soldats ruraux comme des animaux. Le capitaine Dubois, fils d'un aristocrate parisien, prenait un plaisir particulier à humilier ceux qui ne savaient pas lire. Antoine était sa cible favorite. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Pierre Montaigne, fils d'un banquier lyonnais, prit Antoine sous son aile. Pierre savait lire et écrire en 3 langues. Il aurait pu mépriser ce fils de savetier illettré. Au lieu de cela, il devint son ami. Le diaire de Pierre, découvert en 1987 dans un grenier familial, révèle leurs conversations nocturnes, leurs rêves partagés, leurs peurs communes. Antoine avait un don. Il sculptait de petits animaux dans le bois avec une délicatesse qui contrastait avec ses mains tremblantes. Il passait ses rares moments libres à créer ces miniatures qu'il offrait aux enfants du village voisin. Une de ces sculptures, un cheval cabré de 3 cm, est aujourd'hui conservée au musée. Les initiales AR sont gravées à la base, pas RM. Il chantait aussi, des vieilles chansons du Limousin que sa grand-mère lui avait apprises. Quand les recrues tremblèrent de peur à l'idée de partir pour l'Afrique, Antoine chantait. Sa voix grave et douce les apaisait. Il ne bégayait jamais quand il chantait. Le 14 octobre 1911, tout bascula. Une lettre en arabe fut découverte dans les quartiers. Le capitaine Dubois accusa immédiatement Antoine de l'avoir cachée. C'était absurde. Antoine ne savait même pas lire le français. Comment aurait-il pu comprendre l'arabe? Mais Dubois avait besoin d'un coupable. Et qui croirait un illettré qui bégayait? Pierre tenta de défendre son ami. Il jura qu'Antoine était avec lui toute la nuit. Mais le témoignage d'un bourgeois qui protégeait un paysan n'avait aucun poids face à la paranoïa coloniale. La lettre du capitaine Dubois au ministère de la Guerre, datée du 17 octobre, parle d'une menace imminente à la sécurité nationale. Ce matin-là, le capitaine Dubois fit une proposition étrange à Antoine. Il pourrait laver son honneur en posant pour une photographie officielle, pour montrer le noble visage de l'armée française. Un professeur républicain disgracié, Émile Dreyfus, avait été invité pour l'occasion. La séance était prévue pour 15 heures. Antoine savait. Les autres soldats évitaient son regard. Pierre pleurait en silence. Même le cheval qu'Antoine avait dressé avec patience semblait nerveux. Tout le monde savait, sauf la version officielle qui parlerait d'un accident. Mais dans 3 heures, Antoine allait faire quelque chose d'extraordinaire. Il allait sourire. Un vrai sourire. Pas par courage, pas par défi, mais pour une raison que personne ne comprendrait avant des décennies. Une raison qui transformerait cette photo en monument à la dignité humaine face à l'injustice absolue. 6 mois plus tôt, Tulle, avril 1911. La ville sentait la pluie et le cuir tanné. Dans l'atelier abandonné du savetier Ravaillac, mort 3 ans auparavant d'une cirrhose, Antoine tentait de réparer une dernière paire de chaussures. Ses mains tremblaient. Elles tremblaient toujours depuis l'accident. Quand il avait 8 ans et que son père ivre avait renversé la marmite de colle bouillante sur lui. Les cicatrices couraient encore sur ses avant-bras comme des rivières blanches. Sa mère Marguerite comptait les pièces sur la table de la cuisine. 23 sous. Pas assez pour le pain de la semaine. Le propriétaire viendrait demain réclamer le loyer. Marie, la petite sœur d'Antoine, toussait dans la pièce d'à côté. Cette toux qui ne partait jamais depuis l'hiver. Le docteur coûtait 3 francs. Il n'avait que 23 sous. Quand le sergent recruteur frappa à la porte ce matin d'avril, Marguerite vit la providence. 50 francs pour que son fils serve la France en Afrique. Le déploiemento gravé de Marie Ravaillac en 1968, conservé aux archives sonores, révèle que sa mère avait pleuré toute la nuit après avoir signé. Mais elle avait signé quand même. Antoine avait tenté de fuir. Le premier jour au camp de Limoges, il avait couru vers les bois. Ses jambes étaient rapides, habituées aux collines du Limousin. Mais où irait-il? Retourner à Tulle signifiait voir sa mère rendre l'argent qu'elle avait déjà dépensé pour les médicaments de Marie. Il s'était arrêté à la lisière de la forêt, avait vomi de peur, puis était retourné au camp.
Le rapport disciplinaire mentionne seulement une absence non autorisée de 2 heures. Le camp était un cauchemar pour les ruraux. Les fils de bourgeois avaient des lits près du poêle. Les paysans dormaient près des portes où le vent glacial s'engouffrait. La nourriture était distribuée selon l'éducation. Ceux qui savaient lire recevaient les meilleures rations. Antoine, qui ne pouvait déchiffrer son propre nom sur la liste, mangeait les restes. Un soir, affamé, il avait volé un morceau de pain dans le sac d'un officier. Personne ne l'avait vu, mais la culpabilité le rongeait. C'était la 2e fois qu'il volait dans sa vie. La première, il avait 7 ans, et sa mère n'avait pas mangé depuis 3 jours. Cette nuit-là au camp, il avait partagé le pain volé avec Thomas, un autre recrue rural qui délirait de fièvre. Thomas mourrait 2 semaines plus tard de dysenterie, comme un quart des recrues cette année-là, selon les registres médicaux du docteur Laurent Mercier. Pierre Montaigne était arrivé au camp en mai, 1 mois après Antoine. Fils de banquier, éduqué à Lyon, il aurait dû mépriser ce paysan illettré qui bégayait. Mais Pierre avait vu Antoine avec les chevaux. La façon dont ses mains tremblantes devenaient sûres quand il touchait leur crinière. Comment il murmurait des mots doux, en patois limousin pour les calmer. Comment les bêtes les plus nerveuses devenaient dociles sous sa garde. Pierre avait commencé à lui apprendre les lettres. En secret, la nuit, à la lueur d'une bougie. A pour Antoine. M pour maman. Les mains d'Antoine tremblaient tellement qu'il cassait les crayons. Mais il persévérait. Le journal de Pierre décrit ses leçons nocturnes avec une tendresse qui surprend pour l'époque. Il écrit qu'Antoine pleurait de frustration, mais revenait chaque soir. Antoine lui rendait la pareille à sa manière. Il lui apprenait à comprendre les chevaux, à lire leur peur dans le blanc de leurs yeux. Il lui montrait comment sculpter le bois avec un simple couteau. Pierre conserverait toute sa vie le premier animal qu'Antoine lui avait aidé à créer. Un chien bancal à 3 pattes que Pierre trouvait parfait dans son imperfection. Le capitaine Dubois haïssait cette amitié. Un bourgeois qui fraternisait avec la racaille rurale, c'était contre nature. Il avait convoqué Pierre plusieurs fois pour lui intimer de garder ses distances. Pierre avait poliment refusé. Dans une lettre à son père jamais envoyée, Pierre écrivait que Dubois était tout ce qu'il détestait dans l'armée. La cruauté déguisée en discipline, la lâcheté habillée en autorité. En juillet, Antoine avait dicté sa première lettre à sa mère. Pierre écrivait sous sa dictée. Antoine s'excusait pour la dispute avec Marcel. Il promettait de revenir avec assez d'argent pour soigner Marie. Il disait qu'il l'aimait, des mots qu'il n'avait jamais prononcés de vive voix. La lettre ne fut jamais envoyée. On la retrouva dans les affaires de Pierre après sa mort en 1969, jaunie mais intacte. Les soldats ruraux avaient créé leur propre monde parallèle pour survivre. Ils partageaient le peu qu'ils avaient. Une cigarette divisée en 4, un morceau de savon usé jusqu'à disparaître. Antoine chantait ses chansons du Limousin. Baptiste de l'Aveyron racontait des histoires de bergers. Louis du Cantal imitait les officiers avec une précision qui les faisait rire jusqu'aux larmes. Mais la paranoïa coloniale grandissait. Les officiers voyaient des espions partout. Chaque arabe aperçu près du camp était un threat potentiel. Chaque lettre dans une langue étrangère était suspecte. Le rapport du professeur Émile Dreyfus, le photographe, note l'atmosphère de terreur qui régnait dans les camps d'entraînement coloniaux. Une terreur qui cherchait toujours un bouc émissaire. En septembre, Antoine avait sauvé un jeune recruta, Jules, des coups d'un sergent ivre. Il s'était interposé, avait reçu les coups à sa place. Son nez cassé ne s'était jamais remis correctement droit. Sur la photo finale, on peut encore voir la légère déviation. Mais ce jour-là, Antoine avait gagné quelque chose de plus précieux que la beauté. Le respect silencieux de ses camarades. Il continuait à sculpter. Ses créations devenaient plus élaborées. Un cheval cabré, une mère tenant un enfant. Un oiseau aux ailes déployées. Il les donnait aux enfants du village voisin qui venaient regarder les soldats s'entraîner. Les enfants l'appelaient le soldat aux mains magiques. Il ne savait pas que ses mains tremblaient dès qu'elle lâchait le couteau à sculpter. Le 10 octobre, 4 jours avant le drame, Antoine avait fait un rêve. Il l'avait raconté à Pierre qu'il avait noté dans son journal.
Il avait rêvé qu'il était un oiseau de bois, une de ses sculptures, et qu'il s'envolait au-dessus de la mer qu'il craignait tant. Il voyait sa mère, Marie et Marcel d'en haut. Il souriait. Ils étaient heureux. Et lui, l'oiseau de bois, était libre. Le 14 octobre au matin, quand la lettre en arabe fut découverte, tout le monde savait qui serait accusé. Le paysan illettré qui ne pouvait pas se défendre. Le bègue qui ne pourrait pas plaider sa cause. Le fils de savetier que personne n'écouterait. Les registres militaires montrent que l'enquête dura moins de 3 heures, un record de rapidité qui cache mal l'absence totale d'investigation réelle. Mais ce que le capitaine Dubois ne savait pas, c'est qu'Antoine avait déjà fait son choix. Un choix que personne ne comprendrait avant que Pierre ne révèle la vérité 6 décennies plus tard. Un choix qui transformerait sa mort en acte de résistance silencieuse. Un choix qui commençait par un sourire. 14 octobre 1911, 10 heures du matin. La lettre en arabe était posée sur le bureau du capitaine Dubois comme une accusation muette. Personne ne savait ce qu'elle disait. L'interprète le plus proche était à 3 jours de cheval. Mais Dubois n'avait pas besoin de traduction. Il avait besoin d'un coupable. Antoine était dans l'écurie quand ils vinrent le chercher. Il brossait Tonnerre, le cheval le plus difficile du régiment, celui qui avait mordu 2 palefreniers. Sous les mains d'Antoine, Tonnerre était docile comme un agneau. Le cheval hennit quand les soldats emmenèrent Antoine. Un hennissement que les témoins décriraient plus tard comme un cri de détresse. Dans le bureau de Dubois, Antoine essaya de parler. Les mots se bousculaient, se cassaient contre ses dents. Le bégaiement empirait avec la peur. Il tentait de dire qu'il ne savait même pas à quoi ressemblait l'arabe, qu'il pouvait à peine écrire son propre nom. Mais les syllabes sortaient hachées, ridicules. Dubois souriait. Ce sourire cruel que Pierre décrirait dans son journal, comme le visage même de l'injustice. Pierre avait tenté d'intervenir. Il avait juré sur l'honneur de sa famille qu'Antoine était avec lui toute la nuit, qu'ils avaient joué aux cartes jusqu'à l'aube avec Baptiste et Louis. Le témoignage de Baptiste et Louis fut rejeté. Des paysans qui protégeaient un des leurs, aucune valeur. Celui de Pierre fut ignoré. Un bourgeois égaré par de mauvaises fréquentations. Ce que personne ne savait, c'est que la lettre avait été plantée par le sergent Moreau. Le déposition du soldat Jacques Ferrand, recueilli en 1962 pour une thèse universitaire, révélerait que Moreau avait des dettes de jeu. Il avait reçu 50 francs pour faire accuser un soldat rural. N'importe lequel. Antoine était simplement le plus vulnérable. À midi, Dubois proposa son marché. Antoine poserait pour une photographie officielle. Il montrerait le noble visage de l'armée française. Après la photo, il y aurait un accident. Regrettable mais compréhensible. Les armes, c'est dangereux pour ceux qui ne savent pas lire les instructions de sécurité. L'ata médica était déjà préparé. Le docteur Mercier avait reçu ses ordres. Antoine comprit. Il demanda une seule chose. Pouvoir écrire une lettre à sa mère. Dubois ricana. Un illettré qui veut écrire. Mais Pierre s'avança. Il écrirait sous la dictée d'Antoine. Dubois accepta, amusé par l'ironie. Le condamné qui dicte ses derniers mots à son seul ami. Dans la chambre vide, Pierre prit la plume. Antoine dicta lentement, luttant contre le bégaiement pour chaque mot. Il demandait pardon à sa mère pour ne pas revenir. Il disait à Marie de rester forte, de continuer à se battre contre la maladie. Il suppliait Marcel de prendre soin de leur mère. Il disait enfin ces mots qu'il n'avait jamais prononcés. « Je vous aime tous ». Puis il ajouta quelque chose qui fit pleurer Pierre. Il demandait à sa mère de ne pas avoir honte de lui. Il savait qu'on dirait qu'il était un traître, mais il voulait qu'elle sache qu'il mourait innocent, qu'il mourait pour que d'autres vivent. Car Antoine avait compris quelque chose que Dubois n'avait pas prévu. Si Antoine tentait de fuir ou de se défendre, Dubois accuserait tous les soldats ruraux de complicité. Baptiste, Louis, Jules, une dizaine d'autres. Tous seraient envoyés au bagne ou exécutés. Le carnet de Pierre révèle qu'Antoine avait compté 13 hommes, 13 pères, fils, frères, contre sa seule vie. Le calcul était simple. Antoine avait choisi. Il passa l'heure suivante à sculpter. Une dernière pièce.
Ses mains tremblaient, plus que jamais, mais il persévérait. C'était un oiseau, les ailes grandes ouvertes, prêt à s'envoler. Sur la base, il grava non pas RM, mais AR, ses vraies initiales. Un acte de rébellion minuscule mais définitif. Il donna l'oiseau à Pierre. « Pour ma mère, dit-il. » Un jour, à 14 heures, le photographe arriva. Émile Dreyfus, professeur républicain disgracié, parent éloigné du célèbre affaire. Il avait été chassé de son poste pour ses idées progressistes. Maintenant, il survivait en prenant des photos pour l'armée. Mais Dreyfus avait des yeux qui voyaient. Il vit la peur dans les regards des soldats. Il vit le sourire cruel de Dubois. Il comprit. Dreyfus installa son matériel lentement, très lentement. Il régla et re-régla son appareil. Il cherchait le bon angle, la bonne lumière. En réalité, il gagnait du temps. Il espérait un miracle, une intervention, n'importe quoi. Mais les minutes passaient et rien ne venait. Il demanda à Antoine de s'agenouiller près de Tonnerre. Le cheval était nerveux, sentant le drame. Antoine posa sa main sur l'encolure de l'animal et murmura quelque chose en patois. Le cheval se calma instantanément. Dreyfus nota ce moment dans son rapport, conservé aux archives. Cette capacité qu'avait Antoine à apaiser les bêtes effrayées alors qu'il était lui-même terrorisé. Dubois s'impatientait. Il voulait en finir. Mais Dreyfus avait une dernière carte à jouer. Il demanda à Antoine de sourire. « Pour la postérité, dit-il, pour que l'image soit belle, pour que sa mère soit fière. » Et il ajouta, en regardant Antoine droit dans les yeux, « pour que la vérité survive à l'image. » Antoine comprit le message. Dreyfus savait, et Dreyfus témoignerait, à sa manière. Pas tout de suite, c'était trop dangereux. Mais un jour, la photo serait la preuve, le sourire serait le témoignage, la vérité survivrait au mensonge. C'est alors qu'Antoine pensa à sa promesse. Celle qu'il avait faite à sa mère le jour du départ. « Je reviendrai, maman. Je reviendrai et tu seras fière de moi. » Il ne reviendrait pas, mais elle serait fière. Un jour, quand la vérité éclaterait, elle saurait que son fils était mort en héros. Pas le héros que l'armée voulait montrer, mais un vrai héros, celui qui meurt pour sauver les autres. Le soleil commençait à baisser. La lumière dorée du Limousin enveloppait la scène. Dreyfus ajusta une dernière fois son objectif. Dans le viseur, il vit quelque chose d'extraordinaire, le reflet dans les yeux d'Antoine. On pouvait y voir, minuscule mais présent, le groupe de soldats ruraux qui se tenaient à distance, témoins impuissants. Dreyfus sut qu'il tenait sa preuve. Il appuya sur le déclencheur à 15h17 exactement. Le clic de l'appareil résonna comme un coup de feu dans le silence. Antoine souriait. Un vrai sourire. Le sourire de celui qui a fait la paix avec son destin. Le sourire de celui qui sait que sa mort n'est pas vaine. Le sourire de celui qui pardonne à ses bourreaux. Tonnerre hennit doucement, comme s'il disait adieu. Antoine se releva, rendit son béret à l'officier qui l'accompagnait, et dit simplement « C'est fait ». Puis il se tourna vers Pierre une dernière fois et prononça clairement, sans bégayer, « Dis à ma mère que je l'aime. » Dans 1h43, Antoine Ravaillac serait mort. Mais son sourire, capturé pour l'éternité, commençait déjà son long voyage vers la vérité. 15h27. Le ciel du Limousin prenait des teintes de cuivre. Antoine marchait entre deux soldats vers le champ derrière les écuries. Ses pas étaient fermes, plus de tremblement, plus de bégaiement. La peur s'était transformée en quelque chose d'autre. Une forme étrange de paix. Pierre suivait à distance avec les autres soldats ruraux. Baptiste pleurait en silence. Louis serrait les poings jusqu'à s'enfoncer les ongles dans les paumes. Jules, le jeune recrue qu'Antoine avait protégé, vomissait derrière un arbre. Ils savaient tous, l'accident qui n'en serait pas un. Le capitaine Dubois attendait dans le champ. À ses côtés, le sergent Moreau tenait un fusil Lebel modèle 1886, l'arme d'Antoine, prétendument. Celle qu'il nettoyait quand le coup serait parti accidentellement. Le scénario était écrit. Le docteur Mercier attendait dans son bureau, la fiche médicale déjà remplie. Perforation thoracique accidentelle. Mort instantanée. Pas de souffrance.
Antoine demanda une dernière faveur. Tenir la sculpture qu'il venait de terminer. Un petit cheval de bois, parfait dans ses imperfections. Dubois haussa les épaules. Quelle importance! Le paysan pouvait bien mourir avec son bout de bois. Mais ce que Dubois ne voyait pas, c'est qu'Antoine avait gravé quelque chose sur le ventre du cheval. En lettres tremblantes mais lisibles. Les premières lettres qu'il avait apprises avec Pierre. P-A-R-D-O-N. Pardon. Un message. Pour sa mère. Pour Marcel. Pour tous ceux qu'il laissait derrière. Le photographe Dreyfus était resté. Officiellement pour ranger son matériel. En réalité pour témoigner. Il se tenait à l'écart, mais ses yeux enregistraient tout. Plus tard, dans son rapport secret qu'il cacherait pendant des années, il décrirait chaque détail. La façon dont Antoine caressait le petit cheval de bois. Comment il regardait le ciel comme s'il voyait au-delà des nuages. Antoine se tourna vers l'ouest, vers Tulle, vers sa famille. Il murmura quelque chose que seul Pierre, le plus proche, entendit. « Pardon, maman, je ne reviens pas. Mais je pars libre, puis plus fort pour que tous entendent, au moins toi, tu es libre. » Personne ne sut s'il parlait au cheval de bois ou à son âme qui s'apprêtait à s'envoler. Moreau leva le fusil. Un accident, il fallait que ça ressemble à un accident. Antoine devait tenir l'arme. Mais ses mains refusaient. Pas par peur, par principe. Il ne toucherait pas l'instrument de sa mort. Dubois s'énerva. Il ordonna qu'on lui force les mains sur le canon. C'est alors que Tonnerre, le cheval qu'Antoine avait dressé, brisa sa longe et galopa vers le champ. Les soldats s'écartèrent. L'animal s'arrêta près d'Antoine, soufflant fort par les naseaux. Antoine posa sa main sur le chanfrein de l'animal. Une dernière caresse, un dernier au revoir. Pierre tenta une dernière fois. Il s'avança vers Dubois, supplia, offrit de l'argent, n'importe quoi. Son père était banquier. Il pouvait payer. Dubois le gifla. Un bourgeois qui s'abaissait pour un paysan. Dégoûtant. Pierre tomba à genoux, le visage en sang. Antoine le regarda et articula silencieusement. « Merci, mon ami. » Le soleil touchait presque l'horizon. Dans quelques minutes, il ferait noir. Dubois voulait en finir avant la nuit. Il fit signe à Moreau, mais Antoine avait une dernière chose à faire. Il se tourna vers le groupe de soldats ruraux et dit d'une voix claire, sans aucun bégaiement, « Prenez soin les uns des autres. Promettez-le-moi. » 13 voix répondirent à l'unisson. « On promet, Antoine. » Pas René, Antoine. Son vrai nom. Un acte de défi final contre le mensonge officiel. Moreau ajusta son tir. Antoine ferma les yeux et pensa à sa petite sœur Marie. Est-ce que les médicaments achetés avec les 50 francs l'avaient sauvé? Il ne le saurait jamais. Mais il voulait y croire. Il voulait partir en croyant que sa mort avait au moins servi à ça. Le coup partit à 17h03. Les registres militaires mentionnent l'heure précise. Un seul coup. Net. Précis. Pas un accident. Une exécution. Antoine tomba en avant. Le petit cheval de bois toujours serré dans sa main. Ses yeux restaient ouverts, fixés sur le ciel qui s'assombrissait. Pierre se précipita. Il ferma les yeux de son ami et prit le petit cheval de bois. Il remarqua alors quelque chose d'extraordinaire. Du sang d'Antoine avait coulé sur la sculpture, formant comme des ailes rouges sur les flancs du cheval. Comme si l'animal de bois s'apprêtait vraiment à s'envoler. Le docteur Mercier arriva pour constater le décès. Il évita le regard des soldats. Dans son rapport médical, il écrivit mécaniquement les mots convenus. Accident, manipulation imprudente, mort instantanée. Mais ses mains tremblaient en signant. 40 ans plus tard, sur son lit de mort, il avouerait à sa fille la vérité sur les exécutions déguisées du camp. Dubois ordonna un enterrement immédiat. Pas de cérémonie, pas de prière. Un accident ne mérite pas les honneurs. Le corps d'Antoine fut porté par ses camarades ruraux jusqu'à un champ sans nom à la lisière du camp. Pas de croix, pas de pierre, juste un monticule de terre. Mais les soldats ruraux revinrent la nuit. Ils plantèrent un jeune chêne sur la tombe. Baptiste avait volé l'arbrisseau dans le jardin du commandant. Chacun grava une lettre sur le tronc. Ensemble, les lettres formaient un mot. Innocent. Tonnerre, le cheval, refusa de manger pendant 3 jours. Il resta près de l'écurie où Antoine l'avait soigné.
hennissant plaintif. Le 4e jour, il s'échappa et ne fut jamais retrouvé. Certains villageois jurèrent l'avoir vu galoper vers l'ouest, vers Tulle, comme s'il portait un message invisible. Pierre garda le petit cheval de bois taché de sang. Il écrivit tout dans son journal. Chaque détail, chaque mensonge, chaque vérité. Il savait qu'un jour, la justice viendrait. Peut-être pas de son vivant, mais elle viendrait. Le sourire d'Antoine sur la photo en était la promesse. Dreyfus développa la photographie dans le plus grand secret. Il remarqua immédiatement le reflet dans les yeux d'Antoine, les silhouettes des soldats témoins. La preuve que ce n'était pas un portrait isolé, mais une mise en scène. Il fit plusieurs tirages, un pour les archives officielles, avec le faux nom. Les autres, il les cacha. Pour plus tard, pour quand le monde serait prêt à entendre la vérité. 18 octobre 1911, le lendemain de l'exécution. Un télégramme arriva à Tulle. Accident de manipulation d'armes. Regret sincère. Solde versé à la famille. Marguerite Ravaillac s'effondra dans sa cuisine. Mais elle ne pleura pas. Pas devant Marie et Marcel. Elle garderait ses larmes pour la nuit, pour toutes les nuits qui suivraient. Ce que Marguerite ne savait pas, c'est que son fils avait sauvé 13 vies. Les soldats ruraux que Dubois aurait accusés de complicité si Antoine avait résisté. Ces hommes rentreraient chez eux. Ils embrasseraient leurs enfants. Ils vieilliraient. Grâce au sacrifice silencieux d'un jeune homme de 18 ans qui bégayait, Pierre Montaigne fut renvoyé du régiment 2 semaines après. Mauvaise influence, manque de discipline. Son père, furieux, le déshérita temporairement. Mais Pierre s'en moquait. Il avait quelque chose de plus précieux que l'argent. Il avait une mission. Préserver la vérité, témoigner pour celui qui ne pouvait plus parler. En 1912, Pierre retrouva la trace de Marguerite Ravaillac. Il lui rendit le petit cheval de bois taché de sang. Il lui raconta les derniers mots de son fils, le pardon qu'il demandait, l'amour qu'il n'avait jamais su exprimer. Marguerite serra la sculpture contre son cœur et, pour la première fois depuis le télégramme, elle pleura. Marie, la petite sœur d'Antoine, survécut à sa maladie. Les 50 francs avaient payé les médicaments qui l'avaient sauvée. Elle grandit, se maria, eut des enfants. Elle leur raconta l'histoire de l'oncle Antoine qui était parti servir la France et n'était jamais revenu. Un héros, disait-elle, même si elle ne savait pas à quel point c'était vrai. Marcel, le frère, ne pardonna jamais leurs derniers mots de colère. Il devint menuisier, comme pour honorer le talent de sculpteur de son frère. Dans chaque meuble qu'il fabriquait, il gravait discrètement les initiales AR, une façon de faire vivre la mémoire de celui qu'il n'avait pas su aimer à temps. Le capitaine Dubois fut promu colonel en 1913. Il mourut en 1915, tué par un tireur embusqué lors de la bataille de la Marne. Certains dirent que c'était un soldat français qui avait tiré, un ancien du 23e régiment. Mais aucune enquête ne fut menée. La guerre avait d'autres priorités. Le sergent Moreau déserta en 1914. On retrouva son corps dans une ruelle de Marseille, une lettre de confession dans sa poche. Il avouait les exécutions déguisées, les fausses accusations, l'argent reçu. Mais la lettre disparut mystérieusement des archives de la police. La vérité n'était pas encore prête à éclater. Émile Dreyfus, le photographe, conserva les négatifs pendant 50 ans. En 1961, sentant sa mort approcher, il les confia à un jeune historien avec un dossier complet. Ses notes, ses observations, ses soupçons. Tout était là. Mais il fallut encore 12 ans pour que l'histoire remonte à la surface. En 1973, quand la photo apparut chez l'antiquaire Gaston Lebrun, c'était le début de la résurrection d'Antoine. L'historien qui l'acheta, intrigué par le mystère du faux nom, commença à chercher. Les archives militaires, les registres paroissiaux, les témoignages des derniers survivants. Pierre Montaigne, alors âgé de 80 ans, vivait dans une maison de retraite à Lyon. Quand l'historien le retrouva, Pierre pleura. 62 ans d'attente. Enfin, quelqu'un voulait connaître la vérité. Il sortit son vieux journal, jauni mais lisible. Chaque page était un témoignage, chaque mot une preuve. Le musée accepta d'exposer la photo avec la vraie histoire.
Mais il fallait une preuve irréfutable. C'est alors qu'on analysa le négatif original avec les techniques modernes. Le reflet dans les yeux d'Antoine, les silhouettes des témoins, et surtout, dans le coin inférieur droit, presque invisible, la sculpture qu'Antoine tenait. Les lettres gravées. P-A-R-D-O-N. En 1975, une cérémonie officielle fut organisée. Le nom d'Antoine Ravaillac fut réhabilité. On retrouva l'endroit approximatif de sa tombe grâce aux vieux chênes que les soldats avaient plantés. L'arbre avait grandi, majestueux. Les lettres gravées sur le tronc étaient déformées mais toujours lisibles. Innocent. Marie Ravaillac, devenue Marie Dubost, assista à la cérémonie. Elle avait 79 ans. Elle apporta toutes les petites sculptures que son frère avait faites enfant. Des dizaines de petits animaux de bois. Le musée les exposa à côté de la photo. L'art d'un jeune homme qui transformait la matière brute en beauté. Le petit-fils de Marie, Jean Dubost, devint sculpteur. Il disait que c'était dans le sang. L'héritage de l'oncle qu'il n'avait jamais connu mais dont l'esprit guidait ses mains. Ses œuvres représentaient toujours des oiseaux en vol. Libres. Comme Antoine avait rêvé d'être. Pierre Montaigne mourut en 1976, un an après la réhabilitation. Il avait accompli sa mission. Sur sa table de nuit, on trouva le petit cheval de bois qu'il avait gardé après l'avoir rendu à Marguerite. Elle le lui avait redonné, disant qu'Antoine aurait voulu qu'il l'ait. Les ailes de sang avaient pâli avec le temps, mais elles étaient toujours là. Aujourd'hui, la photo est l'une des plus visitées du musée de la mémoire silencieuse. Les gens restent longtemps devant. Ils regardent ce sourire. Ce sourire impossible d'un condamné à mort. Et ils comprennent quelque chose de fondamental sur le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Antoine avait peur. Il tremblait. Il bégayait. Il voulait vivre. Le courage, c'est de sourire quand même. C'est de choisir la dignité quand tout vous est enlevé. C'est de sauver les autres au prix de sa propre vie. C'est de pardonner à ceux qui vous tuent. Les descendants des 13 soldats qu'Antoine a sauvés se réunissent chaque 17 octobre. Ils déposent des fleurs sous la photo. Ils racontent l'histoire à leurs enfants. Comment un jeune homme qui ne savait pas lire a écrit la plus belle page de courage de leur histoire familiale. Le chêne planté sur la tombe d'Antoine est devenu un lieu de pèlerinage discret. Les gens y viennent déposer de petites sculptures en bois. Des chevaux, des oiseaux, des messages d'espoir. L'arbre est couvert de ces offrandes qui oscillent dans le vent comme des prières silencieuses. L'histoire d'Antoine nous enseigne que les vrais héros ne portent pas toujours des médailles. Parfois, ils meurent dans l'anonymat, accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. Mais la vérité, même enterrée, finit toujours par germer. Comme un chêne sur une tombe sans nom. Le sourire d'Antoine n'était pas un défi, c'était un cadeau. À sa mère qu'il ne reverrait jamais, à ses amis qu'il sauvait par sa mort, à nous tous qui regardons sa photo plus d'un siècle plus tard. Ce sourire nous dit, même dans l'obscurité la plus totale, l'humanité peut briller. Et si cette histoire vous a touché, attendez de découvrir celle de Marie Castellane, la femme de la prochaine photo, qui en 1943 a caché 32 enfants juifs dans les caves de Lyon. Son sourire sur la photo cache une histoire encore plus extraordinaire. Car Marie savait qu'elle était photographiée par la Gestapo. Et elle souriait quand même. Cette histoire est inspirée de faits réels et de contextes historiques. Mais derrière le sourire d'Antoine, il y a une vérité intemporelle. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à choisir la dignité et la justice même quand tout semble perdu. Son sourire nous rappelle que même dans l'obscurité, l'humanité peut briller. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Antoine, sachant que votre silence pouvait sauver d'autres vies? Avez-vous déjà ressenti le poids d'un choix injuste que vous avez dû porter seul? Qu'est-ce que ce sourire vous inspire sur le sens de la loyauté, du pardon et de la mémoire? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « courage » dans les commentaires pour que nous sachions que vous avez suivi Antoine jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche et partagez cette histoire pour qu'elle continue de vivre. Et cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre histoire bouleversante.